dans les couloirs silencieux du sommet de l'ECOA à Abuja, le président Ibrahim Traoré se tient seul, face à un escadron de capitaines de la marine africaine. Des silhouettes sombres, avec de l'or scintillant dans leurs sacoches. Ils l'accusent de saper les routes de contrebande vieilles de plusieurs siècles vers Lagos, en défendant la demande clandestine de la France. Mais lorsque la voix calme et mesurée de Traoré coupe la tension, il dévoile une vérité qui brise les loyautés et remet en question chaque hypothèse, chaque promesse, chaque trahison. Ce qui se passera ensuite obligera les téléspectateurs à se demander, quel prix un dirigeant doit-il payer pour libérer sa nation de ses chaînes? L'atmosphère dans la salle du sommet de l'ECOA était lourde, non pas de diplomatie, mais de défi. Le président Ibrahim Traoré resta immobile, les yeux rivés sur le cortège entrant par les doubles portes en acajou. 5 capitaines de la marine africaine, vêtus d'uniformes impeccables arborant les drapeaux des nations côtières, s'avancèrent comme des seigneurs de guerre revenant de la conquête. Au centre, le capitaine, une figure imposante de sa gale, était plus connu pour ses alliances de fer que pour sa loyauté envers une nation. Au début, ils ne parlèrent pas. À la place, ils posèrent 3 mallettes en cuir sur la table. Lorsque le MBA les ouvrit brusquement, le silence se transforma en halètement. À l'intérieur, des lingots d'or, frais, non marqués, encore maculés de la poussière rouge du Burkina Faso. Ils avaient été introduits en contrebande par voie terrestre, cachés dans des camions-citernes, escortés sous code militaire à travers le Niger et jusqu'aux voies de navigation de Lagos. De là, la France, comme toujours. La voix d'Ambéa rompit le silence stupéfait. « Vous affamez la France, dit-il, les lèvres pincées de dédain. Cette raffinerie que vous avez ouverte à Ouagadougou est plus dangereuse que n'importe quelle arme. » Traoré ne broncha pas. Il le savait déjà. Mamba s'approcha. « Rouvrez les rivières. Le blocus. Ouvrez à nouveau les exportations d'or ou affrontez le sort qui vous attend lorsque le vent tournera en votre défaveur. » Chaque diplomate présent le sentit, il ne s'agissait pas d'un débat politique. C'était un avertissement, déguisé en fierté militaire, masqué par une trahison. De l'autre côté de la table, Traoré leva enfin les yeux. Il ne parla pas encore. Mais le feu silencieux dans ses yeux disait tout. Et à cet instant, alors que les couvercles des mallettes se refermaient et que l'or disparaissait, une question retentit silencieusement sur le continent. Qui commande réellement les mers? Et à qui appartenait cet or? Tout commença discrètement en 2023, par une cérémonie d'inauguration à Ouagadougou, ignorée par la plupart des médias internationaux. Mais l'ouverture de la première raffinerie d'or publique du Burkina Faso fit trembler le monde souterrain. Plus d'exportations brutes. Plus d'intermédiaires coloniaux. L'or serait désormais purifié, taxé, et commercialisé sous le contrôle de la baie de Békina. S'ensuivit un chaos. Non pas dans les rues, mais dans l'ombre. Les contrebandiers se démenèrent. Leurs vieilles racines, les filons minces du Ghana, du Togo et du Nigeria, furent comprimés par de nouvelles patrouilles frontalières. L'or, autrefois évaporé dans les banques françaises, reposait désormais dans des coffres-forts sécurisés à Ouagadougou. Les profits s'asséchèrent. Des rumeurs frustrées se transformèrent en transactions dangereuses. À Lagos, les docks se remplissaient d'urgence. Les capitaines de marine, autrefois chargés de protéger, devinrent des barons en uniforme. Le capitaine Emma orchestra un nouveau corridor. L'or fut chargé dans des convois secrets depuis le Sahel, acheminé sous de faux manifestes via le Bénin, avant d'être finalement acheminé vers le port de Lagos. Là, les pots de vin affluèrent à flot. Les responsables du port fermèrent les yeux. Des agents français surveillaient les expéditions au large. Le lien vital avec Paris était rétabli, mais fragile. L'information parvint à Echo W. Certains membres du Conseil paniquèrent. D'autres exigèrent des représailles. Mais les voix les plus fortes ne venaient pas de l'ambassade de France. Elles venaient de l'intérieur. De ces élites africaines qui avaient depuis longtemps goûté au doux poison des commissions sur l'or et des comptes offshore. Traoré va trop loin, avertit un ministre. Ils vont nous briser. À l'intérieur du palais, Traoré tenait le dossier. Images satellites, plaques d'immatriculation, relevés bancaires français, tout prouvait le vol. Mais il se trouvait désormais face à un mur de pression, riposter et risquer une guerre régionale, ou battre en retraite et devenir un simple dirigeant de papier parmi tant d'autres. À l'aube, il entra au sommet de l'ECOA avec rien d'autre que la vérité en main. Mais même la vérité a un prix. Et les capitaines venaient de nommer le leur avec de l'or et des menaces. Traoré se leva lentement, comme si le poids du moment exigeait une cérémonie. Le capitaine de la marine se tenait face à lui, les bras croisés, certain de leur influence. Mais Traoré ne broncha pas. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était calme comme un tonnerre lointain grondant vers la mer. « Vous appelez ça de l'or » dit-il en scrutant leurs rangs. « Moi, j'appelle ça la promesse du Burkina. » Il laissa le silence s'éterniser, laissant les mots retomber comme la poussière après une tempête. Il ne s'agit pas de fret. Il ne s'agit même pas de la France.
Il s'agit d'un continent contraint de s'agenouiller pour que des empires étrangers puissent se dresser. Les regards se plissèrent dans la salle. Les ministres se raidirent. Les caméras étaient interdites, mais tous les hommes présents savaient qu'ils étaient témoins d'un moment historique. Depuis 1960, nous sommes indépendants de nom, poursuivit Traoré, la voix plus forte. Mais nos richesses, notre sol, nos enfants, notre avenir ont toujours été hypothéqués par une main étrangère. On nous a dit que c'était un partenariat. C'était du pillage sous couvert de diplomatie. Il se tourna vers Mamba. La France n'a pas besoin de notre or. Elle a besoin de notre obéissance. Et vous, les marins, avez juré un jour de protéger votre peuple. Vous escortez désormais le vol, déguisé en loyauté. Sa respiration restait régulière, mais un feu s'allumait dans ses yeux. Thomas Sankara nous avait prévenus. Il a dit, celui qui vous nourrit vous contrôle. Aujourd'hui, nous nous nourrissons nous-mêmes. Nous raffinons notre or. Et ce faisant, nous brisons la dernière chaîne coloniale. Un tremblement parcourut la pièce. Pas la peur. La conviction. Le genre qui oblige les hommes à choisir de quel côté de l'histoire ils se rangeront. Traoré se pencha, la voix basse mais tranchante. Tu crois que j'affame la France? Non. Je nourris l'Afrique. Sa dignité, sa souveraineté, et ses enfants. Il recula. Pour la première fois, les capitaines ne parlèrent pas. Leur silence était plus fort que des coups de feu. Le ton de Traoré s'assombrit. Et avec lui, la pièce devint plus froide. Vous parlez d'or, dit-il. Mais laissez-moi vous dire d'où cela vient. Ni des voûtes, ni des rivières. La vérité réside dans la terre imprégnée de sang de l'Est. Il se tourna vers les délégués et les capitaines. Sa voix était désormais aussi aiguë que du verre brisé. Savez-vous ce qui s'est passé à Majari l'année dernière? À Kankan-Fogu? Des villages entiers anéantis, non par les bombes, mais par le silence. Par les contrebandiers. Par les couloirs que vous avez pavés. Des images défilaient dans son esprit. Des huttes calcinées. Des mères aux yeux creux. Des enfants abattus pour avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Les mineurs artisanaux, les Burkinabés nigérians, les Nigérians à qui on avait promis du travail, réduits en esclavage par des groupes terroristes financés par l'or. Votre or, transporté dans vos camions. Escorté par vos uniformes. Les capitaines changèrent d'attitude, mais Traoré continua d'avancer. Boko Haram. Les groupes djihadistes. Ils ne minent pas. Ils volent. Ils taxent. Ils tuent. Et ils survivent parce que des hommes comme vous font passer des richesses en contrebande sur leur route, alimentant leur violence. Vous le savez. Vous avez vu les points de contrôle. Vous avez entendu les cris. Il montra les mallettes. Cet or ne vient pas d'un coffre-fort. Il vient du dos d'un garçon écrasé dans un tunnel près de Tapoa. De la main d'une femme qui n'en a plus, car elle a creusé jusqu'à ce que les rebelles lui prennent le bras. Ses yeux se verrouillèrent sur Ambéa. Chaque once que vous avez volé a coûté une vie. Et vous l'avez prise, pour eux. Un souffle s'arrêta quelque part. Un poing se serra. Mais personne ne l'interrompit. Car à cet instant, sous les murs de marbre et les dalles polies, personne ne pouvait nier ce qui avait été acheté et ce qui avait été vendu. Traoré se tourna vers sa gauche. Apollinaire. Le ministre des Mines, Apollinaire de Tambela, se leva avec une pile de documents à la main. Notes fuitées. Menaces économiques. Lignes rouges tracées en silence. Sa voix était nette. Inébranlable. En août, lorsque nous avons annoncé l'initiative de monnaie adossée à l'or, le FMI l'a qualifié des aventurismes monétaires dangereux. La Banque mondiale a suspendu les négociations. Les plans d'aide ont été examinés. Il jeta un coup d'œil au capitaine. Vous pensez que la France est en colère à cause des exportations? Non. Ils sont terrifiés à l'idée que nous puissions inciter d'autres à abandonner leur emprise. Tambela continua. Il exposa tout, la résistance, le sabotage économique, les prêts suspendus, les menaces voilées des ambassades. Ils veulent que notre or reste intraçable. Car dès que nous le traitons, le taxons et le commercialisons nous-mêmes, ils perdent le contrôle. Et ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils l'écrasent. Traoré s'avança à nouveau. Son ton était désormais un poignard. Vous vous appelez patriote, dit-il au capitaine. Mais vos ordres ne viennent pas de votre peuple. Ils viennent de Paris. Il se dirigea vers le centre de la pièce et prit un dossier scellé sur la table. Il s'agit d'un communiqué confidentiel de la marine française. Divulgué par quelqu'un de vos rangs. Il décrit un programme logistique pour les expéditions d'or au départ de Lagos. Approuvé non par un gouvernement africain, mais par des entreprises françaises de défense. Il laissa tomber le dossier devant eux. Vous n'avez jamais protégé nos mers. Vous escortiez le butin. Vous nous avez vendus encore pour des médailles, pour du confort, pour le silence. Autour de lui, son cabinet hochait la tête. Personne n'a rompu les rangs. Pour la première fois depuis des décennies,
les dirigeants du Burkina Faso ne se sont pas tenus derrière un drapeau, mais derrière une idée. Le temps de la mendicité était révolu. Vous n'avez jamais été des patriotes, dit finalement Traoré. Vous étiez des agents. Et les agents peuvent être remplacés. Sa main se déplaça vers un petit projecteur sur la table. D'un signe de tête, un membre de son équipe abaissa les lumières. L'écran derrière lui s'alluma, affichant des images satellites, horodatées, géolocalisées, indéniables. Ici, dit-il en pointant du doigt. Complexe Logosport, terminal E, le 3 mars. Vous verrez un convoi de camions banalisés arriver à 2h14. Regardez à nouveau. Une escorte militaire forge des manifestes de cargaison non déclarés. Il fit défiler les images. Et maintenant, le 6 mars, au même endroit, un cargo français reçoit des conteneurs étiquetés comme matériel agricole. Mais les registres de pesée ne correspondent pas. Un hoquet s'éleva. L'atmosphère s'était figée. Puis une dernière image apparut, une vue aérienne floue mais accablante d'une poignée de main sur le quai entre un officier de la marine et un attaché français. En dessous, le logo d'ECOA. La vidéo ne vient pas du Burkina Faso. Elle vient de l'institution même censée veiller à l'unité, déclara Traoré. Nous n'avons pas espionné, ajouta-t-il plus doucement. Nous avons écouté. Il s'avança, la voix calme, sans colère, seulement une conviction d'airain. Ce que vous appelez profit, j'appelle trahison. Et pas seulement envers moi. Pas seulement envers le Burkina. Mais envers nos enfants. Envers un avenir où nous construisons, au lieu de saigner. Il se tourna complètement vers les capitaines. Vous avez le choix, rendez l'or, démissionnez, ou soyez dépouillés de vos rangs, de votre honneur, de votre Afrique. Le silence fut épais, déchirant. Même Mbéa détourna le regard. Traoré n'attendit pas les applaudissements. Il rassembla ses papiers, fit un signe de tête à Tambela, et sortit sans un mot de plus. Mais le silence qu'il laissa derrière lui était plus lourd que le tonnerre. Ce n'était pas seulement une réponse, c'était un règlement de compte. À minuit, un sommet d'urgence fut convoqué à huis clos dans le complexe ECOA. Les mallettes dorées avaient disparu, mais leur ombre planait sur chaque mot. Les délégués du Ghana, du Togo et du Kivu débattirent à voix basse mais avec véhémence. Certains exigèrent des sanctions contre les capitaines de la marine. D'autres mirent en garde contre le chaos. Si nous les punissons, déclara un ministre sierra-léonais, quel message envoyons-nous à nos propres militaires? Nous leur envoyons le message que l'Afrique n'est pas à vendre, répondit le délégué de Sao Tomé et Principe. Dans un coin, l'envoyé nigérian restait inhabituellement silencieux. Peut-être savait-il que Lagos était sur le point d'être totalement démasqué. Au centre, Traoré restait assis, les bras croisés, impassible. Son discours de 9 minutes était déjà entré dans la légende. Mais la bataille était loin d'être gagnée. Certains dirigeants louaient sa détermination, le qualifiant de conscience de l'Afrique. D'autres murmuraient leurs craintes, représailles françaises, coupures commerciales, gel de visas, arrêt du financement militaire. La salle était divisée, non par la géographie, mais par la loyauté et la peur. Pendant ce temps, hors des murs de la diplomatie, dans les casernes et les suites d'hôtels, les capitaines de marine se regroupaient. Dépouillés de toute dignité face au continent, ils murmuraient leur vengeance. Nous contrôlons toujours les eaux, déclara l'un d'eux. Laissez le garçon faire ses discours. Nous verrons qui saignera lorsque le navire cessera de bouger. Dans un salon privé, un amiral à la retraite appela Paris. Aucun mot ne fut enregistré. Juste un hochement de tête glacial, pendant qu'il écoutait. C'est au cours du sommet qu'une proposition finale fut faite, une résolution visant à enquêter sur les capitaines, suspendre les privilèges navals, et placer la raffinerie du Burkina sous inspection internationale. Traoré refusa. Personne n'inspecte ce qui est à nous. Pas cette fois. Le vote fut reporté. Le continent était à la croisée des chemins, et le sable sous leurs pieds bougeait. Le coup de théâtre ne vint pas d'un politicien, mais d'un journaliste. 3 jours après le sommet, un article fit la une de l'Ontinolon Libra, un journal d'investigation panafricain basé à Dar es Salaam. Le titre : La guerre cachée de la France sous nos eaux. À l'intérieur, documents, paiements classifiés, messages cryptés, relevés bancaires offshore reliant le ministère français de la Défense à des officiers de marine de haut rang à travers l'Afrique de l'Ouest. Il s'avéra que les docks de Lagos n'étaient qu'un nœud. Le port TMA du Ghana, le terminal B d'Abidjan, et même des stations de ravitaillement discrètes dans le golfe de Guinée faisaient partie d'un vaste réseau fantôme, blanchissant leurs volets sous couvert de sécurité maritime. La piste du financement menait à un bienfaiteur familier, un entrepreneur militaire privé basé à Marseille, aux liens anciens avec les ex-colonies françaises. La pièce la plus accablante venait de l'intérieur. Le lieutenant Abiodun, officier subalterne de la marine nigériane, avait divulgué des notes internes prouvant que les capitaines faisaient passer de l'or en contrebande, et recevaient en retour des allocations mensuelles en euros, déposées discrètement sur des comptes suisses.
Son courage brisa le peu d'unité qui restait entre les capitaines. Je me suis engagé pour protéger le Nigeria, écrivait-il. Pas pour être le service de ferry de la France. La fuite fut explosive. À Accra, des manifestations étudiantes éclatèrent devant le commandement naval. À Lomé, les députés de l'opposition exigèrent la divulgation complète de tous les contrats de défense étrangers. ECOA elle-même était sous pression. Elle devait nettoyer ses propres rangs. En quelques jours, le capitaine Mamba disparut de sa résidence à Dar. Certains affirmaient qu'il s'était enfui en Corse. D'autres disaient qu'il n'était jamais parti, seulement changé d'uniforme. À l'intérieur du Burkina Faso, Traoré parlait peu. Mais lors d'une cérémonie dans un village près des champs aurifères de Tapoa, il fit une promesse simple. L'or de l'Afrique ne sera plus jamais transporté sous le drapeau d'une autre nation. La vérité avait fait surface. Et avec elle, les anciennes alliances commençaient à se noyer. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, un convoi de véhicules blindés franchit les portes de la raffinerie nationale de Ouagadougou. L'or, autrefois caché dans des compartiments secrets, passé en contrebande à travers les frontières sous la protection de la trahison, revenait désormais chez lui, sous le regard vigilant d'une nation libérée. Le président Ibrahim Traoré se tenait aux portes de la raffinerie, non pas flanqué d'une escorte militaire, mais d'écoliers, de mineurs, et d'anciens drapés de Kant et de Faso d'Anfani. Pas de podium. Pas de discours. Juste le bruit caractéristique des caisses qui s'ouvrent, dévoilant leur contenu doré à ciel ouvert. Un à un, les ouvriers soulevaient les barres d'or sur la chaîne de traitement. Des caméras venues de tout le continent diffusaient la scène en direct. Ce n'était pas seulement du métal. C'était la preuve d'un changement, d'un peuple qui reprenait ce que des générations avaient appris à abandonner. Traoré leva simplement la main. Qu'on le voie. L'Afrique peaufine son propre destin. Dans les heures qui suivirent, la justice frappa vite. Par décret exécutif, les capitaines de marine nommés dans les documents divulgués furent arrêtés, leurs grades révoqués, leurs médailles retirées, leurs portraits décrochés des murs de la marine. Le silence qui suivit ne fut pas du chagrin, mais du soulagement. À Dar, l'Académie navale mit ses drapeaux en berne, non pour les hommes, mais pour la vérité qu'ils avaient trahie. À Logo, les autorités portuaires entamèrent discrètement un audit de toutes les cargaisons. Le Burkina Faso, autrefois vu comme un État périphérique, venait de prendre une position qui résonnait au-delà des océans. Ce soir-là, alors que l'or brillait dans les flammes de la raffinerie, les enfants agitaient des drapeaux miniatures et chantaient en mouré et en dioula. Pour la première fois depuis des décennies, l'or ne disparaissait pas dans des coffres étrangers. Il se transformait en quelque chose de bien plus puissant, mémoire, dignité, et espoir d'une Afrique nouvelle. Le ciel au-dessus de Ouagadougou brillait d'un feu doré alors que le soleil plongeait derrière la savane, projetant de longues ombres sur le village de Bulsa. Traoré marchait lentement sur les sentiers poussiéreux de rouge, les bottes couvertes de la même terre qui avait, des siècles durant, absorbé les richesses volées. L'air était calme, interrompu seulement par les bruits des pioches, et les rires d'enfants jouant au bord de la mine. Il s'arrêta à côté d'un garçon d'Aix en grave peine 10 ans, pieds nus, les mains couvertes de poussière, mais les yeux brillants. « Tu seras mineur aussi » demanda Traoré. « Peut-être, s'il en reste à nous, » répondit l'enfant. Traoré sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Ce soir-là, alors que le feu du village crépitait et que les anciens racontaient leurs histoires sous les étoiles, une simple enveloppe sans sceau fut discrètement glissée à son aide. À l'intérieur, un papier étranger, sans signature. Une seule ligne manuscrite. Ils ne sont pas finis. Traoré lut. Une seule fois. Au même moment, dans un gala diplomatique à Accra, la musique résonnait dans des verres en cristal. Un envoyé français embrassait la main d'un ministre ouest-africain en murmurant des plaisanteries. Mais alors que la caméra balayait la scène, elle captura un instant presque invisible. Un petit objet doré, rectangulaire, disparaissant dans le manteau du diplomate. L'éclat d'un lingot brut. Toutes les chaînes ne se brisent pas avec des discours. De retour à Bulsa, Traoré regardait vers les collines. La lumière du feu dansait dans ses yeux, mais il n'y avait aucun triomphe dans sa posture. Seulement de la détermination. Il avait peut-être gagné une bataille, mais la guerre pour l'âme de l'Afrique était loin d'être terminée. Et quelque part, sous les eaux calmes de la diplomatie et du progrès, le courant de la trahison continuait de couler, invisible. Une dernière question reste en suspens. La chaîne a-t-elle été brisée? Ou simplement remplacée? Si cette histoire vous a ému, aimé, partagé, abonnez-vous. D'autres récits puissants, vrais ou inspirés de la réalité africaine, vous attendent, ceux que les médias traditionnels ne racontent pas. Laissez un commentaire. Est-ce l'aube d'une nouvelle Afrique? Ou simplement un autre visage du contrôle? Dites-nous depuis quel pays vous nous lisez.